et féliciter nos collègues et amis du CHU Mohamed VI d'Oujda, le staff administratif et à sa tête, monsieur le directeur, professeur Daoudi, et l'ensemble des professeurs, des médecins, infirmiers et aides-soignants du CHU et des hôpitaux de la région qui prennent en charge le Covid et qui ont prodigué des soins de qualité remarquables, faisant preuve de beaucoup de sérieux et d'abnégation, ainsi que les autorités de la région et de la nation, pour la justesse des efforts consentis pour contenir la crise. Alors, chers participants, je vous demanderai à tous, je prierai en fait d'éteindre vos micros. Voilà, d'éteindre vos micros et d'envoyer vos questions par écrit via la messagerie Google Meet ou alors le live de Facebook. Les liens sont partagés sur le chat de Google Meet. Et je vous prie aussi de partager avec vos collègues et amis. Alors, nous transmettrons les questions à la fin au professeur Savage. Et sans plus tarder, la parole est à vous, professeur. Merci, cher ami. Est-ce que le son est bon? Oui, oui, oui. Très bien, super. Merci, cher ami. Merci à tous les participants. Alors, à mon tour de d'abord exprimer ma joie et mon honneur que je ressens par rapport à cette invitation. Exprimer aussi mes remerciements à l'université Mohamed Ier de nous avoir donné l'occasion, moi en nom de l'équipe de la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda et du CHU d'Oujda, l'occasion de développer un sujet qui est, je dirais pas hautement d'actualité, je dirais exclusivement d'actualité parce que ça occupe les esprits, ça fait 3 mois et d'ailleurs à juste titre vu ce qu'on a tous vécu durant les 2-3 mois qui ont précédé et qu'on va vivre dans les semaines, les mois qui viennent. Alors j'imagine que l'audience elle est diversifiée, c'est une audience qui est faite de médecins, de non-médecins, d'enseignants, d'étudiants, de doctorants, de personnes de société civile et donc finalement, le challenge, c'est de vous donner des messages qui soient adaptés à toutes les catégories, toutes les spécialités. Et bien sûr, Inch'Allah, ça va bien se passer parce que de toutes les manières, c'est un sujet qui est maintenant assez bien connu, assimilé par tout le monde. Et dans cette connaissance, il persiste un certain nombre d'ambiguïtés qu'il s'agira d'éclaircir. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous défiler les chiffres ni vous parler du côté technique de A à Z. Mon idée, c'est de proposer un regard d'abord un peu philosophique, mais aussi pragmatique. Et le titre veut tout dire, histoire avec S et enseignement aussi avec S. Histoire parce qu'il n'y a pas que l'histoire du Covid-19, il y a les histoires, hein, l'histoire des pandémies à travers le monde, les pandémies qu'a connues l'humanité, pandémie et cataclysme aussi au sens large du terme. Il y a l'histoire des coronavirus, hein, et puis il y a l'histoire justement du SARS-CoV-2 qui est un peu le continuum de ce qui s'est passé durant les 10-20 dernières années qui ont précédé. Et donc on va voir quelles leçons on a tirées, on aurait dû tirer de ces pandémies mondiales. On va parler bien entendu du coronavirus, le SARS-CoV-2 au Maroc et ce qu'a fait le Maroc. Et je peux vous dire d'emblée que le Maroc a fait un travail qui est exceptionnel, magistral. Et on va voir ça en chiffres et preuves à l'appui. On va quand même parler un peu de virologie, un peu de clinique, un peu de traitement. Donc, à travers la maladie SARS-CoV-2, qu'est-ce que c'est et comment on traite, comment on essaye de traiter. Et puis, bien entendu, on est rentré chez nous il y a 3 mois. Il va falloir qu'on sorte. Et maintenant, entre ne pas sortir du tout et sortir comme ça sans filtre, il va falloir sortir entre guillemets bien. Et donc, ce bien, c'est quoi? Donc, quels sont les garde-fous qui vont permettre justement de sortir sans danger et sans qu'il y ait une seconde vague éventuellement? Et puis, bien entendu, ce n'était pas juste une leçon médicale, cette histoire du SARS-CoV-2, c'était une leçon de vie. Il y a plein d'aspects extra-virologiques, donc que ce soit dans le domaine de la médecine ou dans les autres secteurs également. Et donc, c'est important aussi d'apporter quelques réflexions et de partager avec vous quelques données. Alors, sans plus tarder, histoire des épidémies et pandémies au Maroc et dans le monde, c'est juste pour les passer en revue, mais en même temps
voir un petit peu quelles leçons on aurait on aurait dû peut-être tirer de toutes ces situations catastrophiques que nous avons vécues. Il faut savoir que le Maroc a vécu depuis la nuit des temps des cataclysmes d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre sanitaire également. Je ne vais pas trop m'étaler sur le catalogue de ces différents événements. Retenez juste deux choses. La première chose, c'est que le dernier cataclysme en date, c'est le fameux Amjour, donc Amboun, entre 1940 et 1947. Et puis le message le plus important dans tout ça, c'est que le peuple marocain et la population marocaine a toujours été solidaires. Et cette solidarité, s'il y a peut-être une leçon à garder en tête et à retenir, c'est bien la leçon de la solidarité. On a beau mettre tous les ingrédients possibles et imaginables dans ce qu'on fait, dans nos démarches, s'il n'y a pas derrière une solidarité de tout le monde avec tout le monde, eh bien, on peut dire qu'on est voué à l'échec sans aucun doute. Alors, après l'histoire des épidémies catastrophes au Maroc, il y a les fameuses pandémies ou pseudo-pandémies ou pseudo-épidémies qui ont ponctué l'histoire de l'humanité. On ne va pas aller très loin en arrière, on va juste commencer de 1918, la fameuse grippe espagnole. Il faut savoir que la grippe espagnole, c'est une pandémie qui porte son nom, pas parce que c'est l'Espagne seulement qui a connu la pandémie, pas parce que l'origine c'est l'Espagne, mais c'est parce que tout simplement à la fin de la Première Guerre mondiale, eh bien l'Espagne était parmi les rares pays où il y avait une certaine liberté de presse et donc les informations venaient quasi exclusivement de l'Espagne. Moi, je voulais vous dire par rapport à ça deux informations capitales. La première, c'est qu'il y avait quand même entre 30 et 50 millions de morts, donc vous voyez à quel point c'était catastrophique. Et puis l'autre chose très importante, c'est que à l'époque, on commençait déjà à comparer les régions qui ont fait la distanciation et les mesures barrières et les régions qui n'ont pas fait de distanciation et de mesures barrières. Vous voyez bien que là, ce qui est en noir continu, eh bien, c'est des régions qui n'ont pas fait de distanciation sociale. Et donc, je peux dire que cette histoire de distanciation sociale s'impose à chaque fois qu'on a des maladies qui sont de nature à se transmettre par voie respiratoire. Alors, 1918, on va aller très loin dans le temps et on va arriver à 2001, l'histoire de la maladie du charbon. Vous allez voir que je vais vous présenter un certain nombre de problèmes sanitaires et parfois des pseudo-problèmes sanitaires où le message, c'est tout simplement ne jamais céder à la panique. La maladie du charbon, c'est une maladie qui a tout simplement, c'est le bacillus anthracis qui va être inhalé aussi, attrapé par inhalation, qui va aller au poumon, aller à la peau et aller aux intestins, et c'est le poumon qui tue. Alors, ce qui s'est passé, sans entrer trop dans les détails, ce qu'il y avait, c'est qu'on était paniqué par rapport à cette histoire de maladie du charbon, parce qu'il y avait 5 morts américains à un moment donné. Par la suite, les gens ont commencé à envoyer dans une ambiance de terrorisation, pas de terrorisme, de la farine tout simplement dans les enveloppes, et il y avait de la fiction cinématographique qui avait tout simplement dit qu'à un moment donné, il y avait des émissaires qui ont été envoyés un peu partout et qui avaient propagé et donné des milliers, voire des millions de morts. Et suite à ça, on avait commencé, surtout aux États-Unis, à vacciner un peu tout le monde de manière un peu excitée et paniquée. Et figurez-vous que finalement, on a eu des morts, mais pas par le bacillus anthracis, pas par l'anthrax, mais par le vaccin lui-même. Donc, parfois, il faut être serein et ne pas paniquer et ne pas confondre, on va dire, d'abord ne pas confondre sérénité et passivité et en même temps ne pas confondre courage et précipitation. Il faut être vraiment juste et bien dosé dans les différentes manœuvres par rapport à ce genre d'informations et par rapport à ce genre de pandémie. Le chikungunya, aussi un autre exemple par rapport au fait qu'il ne faut pas trop céder à la panique. Je résume l'histoire, un virus qui est attrapé là aussi par piqûre d'insectes. Et sachez que cette maladie, jusqu'à preuve du contraire, elle ne tue pas, mais elle est très fébrile et donne de la fièvre insupportable et de la douleur.
Et les morts qu'on a eues de cette maladie, c'était plus des morts par surutilisation du paracétamol que par la maladie elle-même. Donc là aussi, vous voyez bien que parfois, l'excès dans la réaction peut donner des choses beaucoup plus graves que la maladie elle-même. Ebola, bien sûr, c'est une maladie grave, mais là aussi, il y a une histoire qui a parlé, il y a un film qui a parlé d'un certain nombre d'Occidentaux qui sont partis, soi-disant, tuer des gens pour ne pas propager l'Ebola. Et il y a des gens qui ont tout simplement regardé ce film et ont gardé cette idée reçue. Et il y a eu des gens qui ont été tués parce qu'il y avait dans la mémoire, dans l'imaginaire collectif, que les Occidentaux volontaires venaient les tuer. Donc voilà. Donc là aussi, il y a un vent de panique qui peut souffler sur des... Et c'est pour ça que je comprends pourquoi l'État marocain, par exemple, a fait un énorme effort pour qu'il n'y ait plus de fake news, qu'il n'y ait plus d'informations qui sont déformées, de choses qui peuvent plus semer la panique et créer le chaos qu'autre chose. La grippe, bien sûr, on se rapproche un petit peu de ce coronavirus. Rappelez-vous de cette fameuse grippe aviaire. Même chose, à un moment donné, c'est une grippe, comme son nom l'indique, aviaire, et il n'y avait pas de transmission interhumaine. Et pourtant, là aussi, il y avait un vent de panique. Et ce vent de panique a fait qu'on a commencé à fabriquer des vaccins avec un coût qui est très élevé parce qu'on sait que le vaccin de la grippe, il est fabriqué sur œuf embryonné. Donc, comme la grippe est aviaire, on ne pouvait pas faire ça sur un œuf embryonné. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la technique pour production du vaccin était 100 fois plus chère, plus coûteuse pour un vaccin qui a été produit. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de transmission interhumaine. Donc là aussi, il y avait plus de peur que de mal. La grippe H1N1, gardez en tête que la grippe espagnole, c'est une grippe H1N1. Et donc, dans la mémoire collective, à chaque fois qu'il y a une grippe H1N1, on a peur, on a la trouille. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 2009, il y avait là aussi ce vent de panique. Il y avait une production de vaccins en masse pour une maladie qui a tout simplement disparu de manière spontanée avant la saison froide. Donc, finalement, s'il y a des leçons, s'il y a des enseignements à tirer de l'histoire, c'est que la solidarité est toujours importante, c'est une valeur sûre et ça doit être le dénominateur commun. Il y a les mesures barrières à chaque fois qu'on a des maladies à vocation transmission respiratoire, et puis surtout être serein, ne jamais céder à la panique, ça c'est quelque chose de très très important. Alors on passe de l'histoire mondiale à l'histoire du coronavirus, et l'histoire du coronavirus elle est assez fascinante. On va voir que le premier coronavirus, le premier cas humain de coronavirus a été découvert en 1965. Et il fallait attendre 2 ans pour qu'on donne l'appellation à ce coronavirus pour les raisons qu'on connaît, cette forme en couronne, bien sûr. Et puis, par la suite, on a eu plusieurs souches animales essentiellement, mais aussi des souches humaines avec des maladies qui étaient jusque-là toujours bénignes, sauf 3 souches que vous connaissez maintenant. Le SARS-CoV-1, le fameux SARS de 2003, le MERS-CoV, donc le Middle East, donc le Covid, enfin le coronavirus du Moyen-Orient, et le SARS-CoV-2. Alors SARS-CoV-1 2003, là aussi, j'aimerais juste vous passer un message, c'est qu'à un moment donné, alors premier message bien sûr, c'est que c'est pratiquement toujours une origine animale, sous réserve bien sûr de ce qui se dit actuellement sur une certaine origine bactérienne, enfin virologique d'un laboratoire. On n'en sait rien pour le moment, rien n'est sûr. Ce qu'on sait, c'est que c'est un virus qui est très répandu chez l'animal et la transmission, elle est souvent faite à partir de l'animal. En 2003, tout le monde s'est mobilisé et finalement, on n'a eu que 880 morts à travers le monde avec 2 gros foyers, un foyer asiatique et un foyer canadien. Et la question, bien sûr, qui se pose, c'est pourquoi ces 2 foyers sont là de manière très éloignée, côté géographique et côté topographique, alors qu'entre les 2 zones, il n'y avait rien. Ben, sachez qu'on a identifié ce qu'on appelle le super spreader, c'est-à-dire un contaminateur très, très important, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui contamine 3 ou 4, il contamine 100 d'un seul coup, et c'est pour ça qu'il y a eu ces 2 foyers qui ont été identifiés. Alors, SARS-CoV-1, 2003, et puis le MERS-CoV, 2012, là aussi, c'est un petit peu la même chose avec 2 foyers, un foyer en Arabie Saoudite et un foyer en Corée du Sud, pour les mêmes raisons que vous connaissez.
On va partir maintenant à la deuxième partie de la présentation, l'histoire de notre virus actuel, le SARS-CoV-2, et l'histoire aussi du confinement. Pour dire d'abord une chose, c'est que quand même il y a cette polémique sur l'origine du virus. L'hypothèse la plus probable, c'est bien entendu cette mutation. On sait très bien que le coronavirus, c'est un virus qui est très gros et volumineux avec plusieurs séquences. Et à chaque fois qu'on a un virus qui est à la fois à ARN et volumineux, eh bien, il y a un risque majeur d'erreur dans la réplication. Il y a des mutations qui arrivent et c'est ces mutations qui font que ce virus n'est plus un virus ou n'est plus qu'un virus animal. Ça devient également un virus humain. Bien sûr, la deuxième hypothèse, vous la connaissez, cette histoire de laboratoire chinois, mais rien n'est sûr, donc on ne peut pas s'aventurer à dire n'importe quoi. En tout cas, la théorie la plus probable, c'est l'origine animale, avec le réservoir qui est la chauve-souris, l'intermédiaire qui est le pangolin et bien sûr la contamination humaine et par la suite elle devient bien sûr interhumaine. Alors là, je vous projette rapidement les différents événements qu'a connu le monde ces 2-3 derniers mois pour dire que le premier cas remonte au 31 décembre 2019 et que le premier cluster, le premier foyer qui a été identifié, c'est un foyer qui a été identifié le 4 janvier. Et figurez-vous que depuis le 4 janvier, la pandémie mondiale n'a été déclarée que le 11 mars. Donc ça, légitimement, ça nous pousse à tout simplement nous poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas eu... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Oui, professeur, on vous entend. Il y a une interférence, Il faudra désactiver les micros. Il faudra désactiver les micros parce qu'il y a des échos et des interférences, justement. Merci. Voilà, alors c'est bon? Ok, on y va. Alors, tout ça, ça nous pousse quand même à se poser légitimement la question, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit retard ou un gros retard de réaction mondiale face au virus? Et c'est ce retard finalement mondial qui aurait fait que tout le monde a réagi en fonction de cette réaction de l'OMS, cette réaction chinoise. Là, vous voyez ici les courbes qui font de la simulation des différents scénarios en fonction de la date de la déclaration de la pandémie, la date de la limitation des vols aériens. Vous voyez bien que plus on est précoce, plus on est efficace et plus on se casse moins la gueule, on va dire, passez-moi l'expression, par la suite. Et donc, peut-être on a vu la solidarité, on a vu la distanciation, les mesures barrières, on a vu ne pas paniquer, être serein, et là, peut-être c'est une leçon dans la précocité de la réaction. Et on va voir que le Maroc, heureusement, il a réussi son pari, son challenge, parce que justement, il a été très précoce. Regardez les différentes courbes des principaux pays qui ont connu la pandémie SARS-CoV-2. Et en bas, c'est la courbe marocaine. Et cette courbe marocaine qui nous dit tout simplement qu'on est parmi les pays qui ont quand même le mieux géré la pandémie, sans aucun doute. Et d'ailleurs, là, c'est une courbe là aussi qui fait de la simulation. Nous, on est là et ça, c'est des courbes. La courbe marocaine, elle est là. Et puis, toutes les autres courbes, c'est beaucoup plus des simulations. Si on avait confiné un peu plus tard ou beaucoup plus tard, eh bien, on aurait eu tout simplement une explosion. Donc, on peut dire clairement que le Maroc a évité le pire par rapport à cette pandémie du Covid-19. Donc, la réaction du Maroc, clairement, elle a été sereine, pragmatique, incisive et immédiate. Et tout le monde sait ce qui s'est passé. Le chef de l'État, le roi Wensro, il a tout simplement fait le nécessaire et de manière très courageuse et très incisive. Et bien entendu, nous, on est en train tout simplement de récolter les effets positifs de ce qui a été fait au Maroc durant ces derniers mois. Là, bien sûr, on ne peut pas parler de la gestion du Covid au Maroc sans parler des décisions courageuses qui ont été prises. On n'était pas dans la réaction, on était dans l'action. On sait, il y a des philosophes qui disent que la réaction, que la peur, c'est la réaction, le courage, c'est une décision. Et nous, on était plus dans le courage et dans la décision que dans la peur et dans la réaction. Donc, on a pris les choses à bras-le-corps et on a vraiment agi. Et parmi les décisions qui sont très courageuses, c'est de
fermer les frontières, c'est d'imposer la chloroquine, et on va y revenir peut-être à cette histoire de manière plus détaillée. Il y a aussi cette histoire d'obligation de port de masque. Et puis, il y avait la prolongation de l'état d'urgence, la première fois, la deuxième fois, puis la troisième fois. Tout ça, c'était des décisions courageuses. Bien, alors, il y a une question que tout le monde se pose. Pourquoi le Covid-19, pourquoi le SARS-CoV-2 pose problème plus que les deux coronavirus pandémique ou épidémique auparavant. Donc, voilà. Pourquoi on est confiné autant de temps? Pourquoi ce virus, il pose autant de problèmes? Alors, la question se pose parce que tout simplement, quand on regarde les deux paramètres clés, à savoir la mortalité et la transmissibilité, on se rend compte que ce SARS-CoV-2, il est d'abord beaucoup moins mortel que, si on fait juste une comparaison avec le SARS-CoV-1, il est beaucoup moins mortel que le SARS-CoV-1. Donc, a priori, mathématiquement, on devrait avoir moins peur du SARS-CoV-2 que du SARS-CoV-1. Il est pratiquement aussi contagieux que le SARS-CoV-1. Et pourtant, le SARS-CoV-2 a fait plus de dégâts. Il a déclenché ce que le SARS-CoV-1 n'a pas déclenché. Voilà. Parmi les réponses, et moi je dirais la principale réponse, c'est ça. L'incubation. L'incubation du SARS-CoV-2, c'est une incubation qui est très longue. Ça veut dire quoi? L'incubation, c'est quelqu'un qui a le virus et qui reste caché avec son virus, sans être symptomatique. Ça veut dire qu'il est là, il mène une vie normale, il rencontre les gens, il contamine les gens, et on ne se rend compte qu'il est là qu'après 14 jours, lorsqu'il devient symptomatique. Donc, quand on compare un virus A et un virus B, à contagiosité égale, l'incubation, elle donne plus finalement de personnes contaminées. C'est pour ça d'ailleurs que pour les gens qui se posent la question pourquoi à chaque fois quand on prolonge, on ne prolonge pas d'une semaine, on ne prolonge pas de 5-6 jours, eh bien sachez qu'on prolonge en fonction de cette durée d'incubation parce qu'on ne peut pas prolonger moins de 14 jours, voire moins de 3 semaines pour une raison simple, c'est qu'il faut que les gens qui sont cachés encore en incubation apparaissent et qu'on sache une fois pour toutes est-ce que le virus et les foyers sont toujours là ou pas. Donc finalement, une des leçons, donc, vous voyez, un patient qui va contaminer 3 patients, puis chaque patient va contaminer 3 autres, et imaginez ces cycles de transmission qui persistent pendant 14 jours, chacun de ces patients, ça peut mener à la catastrophe, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut s'estimer heureux d'être dans un pays qui a pris les mesures nécessaires à temps et de manière, comme j'ai dit, très, très courageuse. Bien, alors on est censé, bien sûr, donc ce que je disais, c'est pour ça d'ailleurs que le monde a connu cette explosion en nombre de cas, et c'est pour ça que finalement le nombre avoisine maintenant les 6 millions, et ça va augmenter si jamais le monde ne prend pas les mesures nécessaires par rapport au confinement actuel, mais aussi par rapport au déconfinement qui va venir par la suite. Et comme j'ai dit, on est en train de retenir quelques leçons de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement. Le nombre de cas élevé, le confinement prolongé pour les gens qui se posent toujours la question, eh bien, c'est des choses qui sont liées à l'incubation, essentiellement à l'incubation prolongée qui caractérise le virus. Alors, il faut savoir aussi que si on est en train de faire tout ça, c'est d'abord et avant tout pour protéger nos aînés et protéger nos gens fragiles. On sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a une comorbidité, à chaque fois qu'il y a une immunodépression, à chaque fois qu'on est âgé, plus de 65 ans, 70 ans, la mortalité explose. Et donc, finalement, la vraie problématique, c'est quand ces gens sont touchés, parce que c'est là où la mortalité explose. Donc, si on fait tout ça, c'est bien sûr pour protéger toute la population, mais surtout et avant tout, protéger les personnes les plus vulnérables et les plus fragiles. Bien, alors, situation au Maroc, quand même, on ne peut pas parler du SARS-CoV sans parler de notre situation actuelle au Maroc. Et je prends toujours du plaisir à exposer, à présenter ces plaques parce que tout simplement, ça nous rend fiers de notre pays, de notre appartenance à notre pays, à notre hôpital, mais aussi à notre région.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, tout le monde était uni. C'est la solidarité viscérale qui caractérise la population marocaine et l'ensemble des acteurs. Et d'abord, avant de passer à la situation marocaine, sachez que, comme j'ai dit, on est à entre 5,5 millions et 6 millions de patients de cas actifs actuellement, avec quand même un nombre assez effrayant de mortalité, de morts à travers le monde, 345 000. C'est quand même quelque chose d'assez désastreux. Et au Maroc, avec tous ces chiffres, eh bien, on a quand même réussi à avoir des chiffres, à limiter, comme j'ai dit, les dégâts qui auraient pu être terribles. Alors, là aussi, j'en profite pour souligner un peu la situation de la région de l'Oriental, pour dire qu'actuellement, on est quand même pas trop mal barré. On a un seul cas actif. Un travail énorme, magistral a été fait par tous les acteurs et bien entendu, grâce à ce travail, la situation, elle est ce qu'elle est actuellement. Voilà donc la courbe de l'oriental qui montre à quel point la courbe s'est stabilisée et à quel point, bien sûr, il y a une augmentation des guéris, il y a une diminution des cas actifs. Un des aspects de la réussite de la démarche, c'est aussi et sans hésitation, cette capacité à reconnaître les foyers, à anticiper les foyers et les cas contacts. Et je viens d'apprendre en préparant cette présentation que les gens, les autorités locales ont fait un énorme travail pour justement faire de la géolocalisation précise des quartiers potentiellement atteints. Ils ont fait un travail anticipatif très, très important et donc on ne peut que les féliciter par rapport à ce travail. Bien sûr, hommage à l'équipe du CHU, et à sa tête, professeur Daoudi, qui a été à la tête d'une équipe qui n'a pas dormi, qui n'a pas fermé l'œil pendant des jours, des semaines, des mois, et bien sûr, toutes les équipes qui ont travaillé, sans exception, que ce soit les équipes permanentes ou que ce soit les équipes qui ont travaillé sur un système de turnover, un système de garde, et puis confinement, voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé. Sachez que le CHU était préparé, il restera, Inch'Allah, préparé avec des scénarios qui imaginent la meilleure des situations comme la pire des situations. Et c'est ce qui fait que finalement, et bien sûr, nous on fait partie d'un puzzle et ce puzzle, il est fait par les hôpitaux provinciaux, par les autorités et nous-mêmes. Et bien entendu, on a fait, voilà, on s'est prêté main forte et on a pu relever le défi ensemble. Le CHU, c'est ce qu'il a fait, il a imaginé des scénarios et heureusement, nous, on est resté au deuxième scénario, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté là et le nombre des cas a diminué et maintenant, on est en train de reprendre l'activité pour les patients classiques non-Covid. Bien sûr, on espère rester dans cette dynamique, bien sûr, avec bien sûr la contribution de tout. Il y avait des circuits qui ont été élaborés et il y a aussi la mise en place de notre fierté. Hein, c'est le laboratoire CHU de Oujda qui a fait les PCR pour toute la région. Il a fait depuis juste le moment où il a démarré 7000 examens PCR. Donc vous imaginez le travail colossal et je connais l'ami virologue et bactériologiste qui ne fermait pas l'œil pendant des semaines. Et je pense que c'est toujours le cas, il ne ferme toujours pas l'œil. Il travaille d'arrache-pied et je le félicite pour ce qu'il fait. Bien. Troisième partie maintenant, c'est la maladie elle-même. On va parler un peu technique, on va parler un peu virologie pour dire que le SARS-CoV maladie, c'est un virus, bien sûr comme les autres, mais on sait très très bien que le virus ne se ressemble pas. En tout cas, ce virus, il vient de la chauve-souris, il se transmet à travers le pangolin. Ça, c'est les hypothèses les plus probables. Et bien sûr, par la suite, il y a la contamination interhumaine, et c'est d'ailleurs cette contamination interhumaine qui pose le plus problème. Bien entendu, on ne peut pas parler du SARS-CoV-2 sans parler de cette fameuse propagation respiratoire par les gouttelettes, mais aussi par le fait de saluer les gens, le fait de toucher les surfaces infectées. C'est pour ça que d'ailleurs les principaux moyens de prévention, pour le moment, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de moyens, on va dire, chimiques ou pharmacologiques de prévention. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement les mesures barrières. Voilà, donc quand on positionne le SARS-CoV-2 par rapport aux autres virus, on n'est pas dans le virus le plus contagieux, hein, mais sachez que, comme j'ai dit tout à l'heure, à cause de cette histoire d'incubation prolongée, le nombre de cas qui sont touchés avant que ça soit su, il est beaucoup plus important.
tout simplement parce que le malade contagieux, il reste asymptomatique et contagieux, donc caché pendant longtemps avant que la situation ne soit découverte. Voilà, alors une autre chose très très importante, c'est par rapport aux surfaces. Donc les gens qui disent qu'il faut porter des gants, il ne faut pas forcément porter des gants. Il y a des situations où on porte des gants, des situations où on ne porte pas des gants. Sachez que le virus reste 2 jours sur les gants et donc ça n'a jamais été un moyen systématique comme la bavette ou le masque chirurgical ou les autres types de masques. Parlons un petit peu maintenant physiopathologie. Bien sûr, on tombe malade, on attrape le virus SARS-CoV-2 et ce SARS-CoV-2, il vient, il attaque la cellule respiratoire, il utilise cette cellule respiratoire, puis il y a une réplication et une augmentation une propagation, une fabrication d'autres particules virales. Et suite à ça, bien entendu, il y a des lésions respiratoires qui arrivent. Alors, bien sûr, on a une infection et le point d'appel est respiratoire. Donc, logiquement, le tableau clinique le plus important et le plus fréquent, c'est le plus typique, c'est la symptomatologie respiratoire fébrile. Donc, tousser, cracher et bien sûr être dyspnéique, avoir des difficultés à respirer, avoir des douleurs au niveau de la poitrine, du thorax, avec un contexte bien sûr de fièvre, dans 90% des cas pratiquement. Donc le poumon, c'est quand même la cible principale et c'est pour ça que l'un des premiers examens qu'on fait généralement, c'est l'imagerie thoracique et notamment le scanner thoracique. Vous voyez bien de gauche à droite, de la gauche vers la droite, il y a les lésions qui s'aggravent et je peux vous dire que ces malades qui ont ce genre de tableau, ils sont généralement logés en réanimation. Alors bien sûr, pour mettre en évidence le virus, il faut mobiliser les moyens qu'il faut et le Maroc a mobilisé les moyens qu'il fallait, notamment la PCR, c'est le fameux diagnostic direct pour mettre en évidence dans les sécrétions respiratoires le virus. Et puis, bien sûr, on est en train de parler maintenant de plus en plus de la sérologie qui va avoir certainement un intérêt. On va en parler dans les plaques qui viennent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun prélèvement n'est sensible à 100%, donc aussi bien la PCR que la sérologie. C'est pour ça que, par exemple, au CHU de Oujda, ce qu'on a adopté comme démarche, c'est de faire à tout le monde un scanner thoracique. Au départ, ça ne se fait pas partout, ça se fait dans quelques centres, dans le centre de Oujda. Et je peux vous dire que nous, les malades qui étaient négatifs au départ, mais avec un scanner qui suggérait une infection, on les gardait jusqu'à s'assurer qu'ils ont ou non l'infection au Covid-19. Et donc, la taille la plus simple, on va voir que c'est une théorie qui est simple et simpliste en même temps. C'est un virus qui arrive, qui se multiplie dans des cellules respiratoires et il va donner une détresse respiratoire d'origine virale. Et donc, quand on voit ça, eh bien, on a tout simplement l'impression que si on veut vaincre la maladie, il faut tout simplement tuer le virus et la maladie va partir. Alors ça a été la théorie qui a été évoquée au départ jusqu'au moment où on s'est rendu compte, alors vous allez voir, voilà, on s'est rendu compte que finalement les malades qui séjournaient en réanimation, eh bien c'est des malades qui étaient graves sur le plan respiratoire, qui étaient graves sur le plan général, mais en même temps ils avaient peu ou pas de virus dans le sang et dans les sécrétions. Ça veut dire que c'était plus une histoire de virus, mais c'était une histoire beaucoup plus d'immunité. Et donc, la théorie est venue, ou l'impact thérapeutique est venu, celui de traiter par les antiviraux au départ, mais aussi traiter par les médicaments qui vont essayer d'atténuer cette immunité par la suite. On va voir ça en détail. Donc, si on résume, le Covid-19, il vient, il donne des lésions pulmonaires, il donne aussi bien sûr une réaction immunitaire. Il se trouve qu'on va tomber sur 3 types de patients. Il y a des patients qui sont immunodéprimés, qui ne vont pas supporter, donc nos âgés, nos personnes fragiles avec des cancers, des choses comme ça. Les personnes avec une immunité normale et puis les personnes qui ont une hyperréactivité. Et donc finalement, les gens qui sont le plus touchés et les plus gravement touchés, c'est soit ces gens qui sont immunodéprimés, soit ces gens qui sont hyperréactifs. Voilà, ils sont hyperréactifs et il faut savoir que la désimmunité, l'augmentation de cette réaction immunitaire, elle va donner de l'inflammation, de l'hyperinflammation, mais aussi elle va attaquer les vaisseaux, elle va donner ce qu'on appelle la vascularite, l'inflammation des vaisseaux, et aussi la thrombose. Et c'est pour ça que vous avez certainement entendu parler de malades qui meurent d'embolie pulmonaire et pas forcément d'atteinte respiratoire d'ordre classique bronchique.
Bien, alors. Alors, ça nous conduit à parler un peu traitement pour dire que, bien sûr, intuitivement, on allait chercher les antiviraux et les deux médicaments qui se sont toujours, et vous avez vécu avec nous l'histoire, qui se sont concurrencés sur la place privilégiée en tant qu'antiviral dans le Covid, c'est le Remdesivir et chloroquine, hydroxychloroquine. Sachez que, historiquement, ce qui s'est passé, c'est que les deux médicaments ont été testés in vitro et quand ils ont été testés in vitro, ils ont donné des résultats, sauf que la chloroquine, l'hydroxychloroquine avait l'avantage d'avoir été essayé dans d'autres indications depuis des dizaines d'années. Donc, le profil de tolérance était connu et c'est pour ça qu'on avait plus la main facile et aussi par rapport au coût qui est abordable d'utiliser l'hydroxychloroquine. Et le Maroc, je pense qu'il a pris une très, très bonne décision de généraliser l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine. On va parler de l'azithromycine chez la population touchée. Il y a aussi d'autres antiviraux qui ont été essayés sans résultat. Vous voyez bien que les courbes se superposent. Ça veut dire que la courbe du malade traité par ce médicament est identique pratiquement à la courbe de celui qui n'a pas été traité par ce médicament. Et ça veut dire que le médicament ne marche pas. Et puis ça, c'est les études qui sont en voie de concrétisation. Et comme j'ai dit, il y a les antiviraux, mais une fois le malade, il passe en réanimation, on se rend compte que c'est beaucoup plus son immunité qui est en train de l'attaquer. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont utilisé des traitements à visée plus immunitaire qu'à visée virologique. Donc regardez ici, il y a des gens qui ont utilisé les immunoglobulines, il y a des gens qui ont utilisé les corticoïdes, il y a des gens qui ont utilisé les anticoagulants. Rappelez-vous de la thrombose. Donc le malade meurt parce qu'il a un vaisseau qui est bouché. Donc qu'est-ce qu'il faut lui donner? Il faut lui donner tout simplement l'antiviral pour tuer le virus. Il faut donner le médicament de l'immunité pour casser un peu l'immunité et réduire cette réaction hyperinflammatoire et donner les antithrombotiques, les anticoagulants pour essayer de déboucher les vaisseaux. J'essaie un petit peu de simplifier le message pour que tout le monde saisisse un petit peu ce que je suis en train de dire. Une dernière tentative thérapeutique, enfin dernière point de vue succession de ce que je viens de dire, mais elle était parmi la première, c'est ce qu'on appelle le plasma du convalescent, des malades qui sont guéris de ce Covid-19. On a pris le plasma parce que quand il y a plein d'anticorps, on a injecté à des patients qui étaient jusque-là encore malades et ça a donné de bons résultats. Donc là aussi, c'est parmi les choses qui ont été testées. Donc si on résume, c'est un virus qui incube 14 jours, il infecte, il va donner des signes relatifs au virus au départ, puis des signes de gravité. Ces signes de gravité sont en rapport avec le virus, mais aussi avec l'immunité et la thrombose, d'accord? Et bien entendu, il y aura de l'aggravation pour les personnes, souvent de l'aggravation pour les personnes fragiles, pour les personnes qui sont hyper immunologiques et les personnes qui ont une immunité appropriée. Généralement, c'est des gens qui guérissent. Et donc, partant sur ça, autant à la première phase, ce sont essentiellement les antiviraux, mais aussi les antibiotiques, on va voir pourquoi. Autant pour la partie la plus dangereuse, la zone de turbulence la plus importante, c'est les antiviraux, bien sûr, et les antibiotiques, mais c'est aussi les antithrombotiques et les immunomodulateurs. Alors, j'ai dit antiviraux, antibiotiques. Que vient faire un antibiotique dans une infection virale? Eh bien, sachez qu'il y a 3 choses à retenir. D'abord, que les antibiotiques, contrairement à l'idée reçue, les antibiotiques qui arrivent dans une cellule, ils ont quelque part un effet antiviral. Deuxième des choses, les virus souvent se surinfectent. Donc, quand ça se surinfecte, le traitement doit reposer également sur les antibiotiques. Et là, il y a cette théorie qui est très importante et qui se vérifie de plus en plus, c'est que, eh bien, on a dans notre tube digestif un germe qui s'appelle Prevotella. Et il se trouve que le virus, comme tous les virus, il va attaquer des cellules et le Prevotella, c'est une bactérie qui est une cellule. Et donc, ce Covid, il va attaquer cette cellule et prendre cette cellule, cette bactérie, comme base arrière pour attaquer les autres organes, notamment le poumon. Alors, ça explique aussi pourquoi les enfants sont moins touchés que les adultes, pourquoi les obèses sont plus touchés que les autres. C'est parce que tout simplement, les enfants, ils ont moins de Prevotella que nous et les obèses ont plus de Prevotella
que les non-obèses. Et c'est pour ça, parmi les pistes d'ailleurs, qui sont évoquées pour expliquer pourquoi, quand on utilise par exemple l'azithromycine avec l'hydroxychloroquine, ça marche sur le Covid-19. Donc, le message ici, le message médical, c'est que l'infection est virale, mais la mortalité, elle n'est pas exclusivement, mais elle est beaucoup plus immunologique et thrombotique. Ça, c'est un enseignement que nous, on a appris durant ces dernières semaines. Alors, se pose après la question, le malade a attrapé le virus, on l'a traité, on est en train de vérifier est-ce qu'il a guéri ou pas. Et il se trouve qu'il y a des malades qui nous ont posé problème. On faisait toujours les PCR et ces PCR restaient positifs. Sachez que pour la grande majorité des patients pour lesquels la PCR reste positive, ce ne sont pas des réinfections, ce ne sont vraisemblablement pas des persistances de l'infection, c'est tout simplement des débris du matériel génétique du virus. Et donc, ce qui revient positif, ce n'est pas le virus, c'est entre guillemets le cadavre du virus. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Et ça m'amène à dire que finalement, une PCR positive ne veut pas dire persistance de l'infection. Une PCR négative ne veut pas dire disparition de l'infection. La sérologie, les IgM sont des anticorps de la phase aiguë. Les IgG sont des anticorps de la phase chronique. Et donc, c'est des anticorps qui sont protecteurs. Et donc, finalement, l'idéal, c'est dans une infection qui demeure peu connue, qu'on connaît peu, il faut optimiser les méthodes diagnostiques aussi bien pour le diagnostic que pour le contrôle. Et c'est pour ça qu'on est en train de se diriger vers le couple PCR-sérologie. On est en train aussi on s'est déjà dirigé vers ce qu'on appelle le confinement tampon. Donc, les malades, même s'ils sont négatifs, on n'est pas sûr qu'ils sont réellement négatifs. Et donc, il faut falloir, pour protéger l'entourage, assurer une zone tampon où ils vont rester quand même isolés avant d'être sûrs qu'ils sont vides du virus et qu'ils sont débarrassés du virus. Alors, on est rentré, comme j'ai dit, ça c'est la quatrième, l'avant-dernière partie. On est rentré chez nous, il va falloir réfléchir à sortir et ça m'amène à partager avec vous des réflexions par rapport au déconfinement. Sachez une chose, c'est que si on fait un peu les différents scénarios, ce qui se dégage, c'est que la seule manière de ne pas attraper totalement, c'est de ne pas sortir. Or, on ne peut pas ne pas sortir du tout. Donc, il va falloir pas sortir sans limite, mais sortir, comme j'ai dit bien, avec un certain nombre de garanties et de garde-fous. Surtout que si on ne sort pas, eh bien, il y a un impact économique désastreux. Il y a déjà un impact économique mondial désastreux. Donc, il va falloir qu'on sorte un jour. Seulement, voilà, il va falloir sortir le moment venu, donc ne pas se précipiter. Et quand on va sortir, il va falloir sortir bien. Ne pas sortir trop, ne pas sortir pas du tout, mais sortir bien, donc avec les limites qu'il va falloir se mettre et se fixer. Donc, comme j'ai dit, ne jamais déconfiner, c'est pas possible. Déconfiner sans filtre, c'est encore moins possible. Déconfiner avec des filtres, oui, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, les filtres, c'est quand est-ce qu'on va sortir et comment on va sortir. Donc, comme j'ai dit, sortir bien, c'est la meilleure chose à faire. Bien, alors, ça, c'est un exposé qu'avait fait Monsieur le ministre de la Santé il y a quelques jours au Parlement et qui montre qu'il y a des scénarios, il y a des scénarios qui sont en train d'être préparés. Donc, moi, je ne vais pas m'aventurer à dire des choses qui n'ont pas été officielles, mais bien entendu, on peut avoir des réflexions. La première réflexion, c'est que le déconfinement n'est pas synonyme de fin de pandémie. On a bien fait, on est en train d'être superposable à la courbe qui est censée être la nôtre, c'est-à-dire que le nombre qui est en train de baisser. Maintenant, on va sortir, mais pour bien sortir sans dégâts, il va falloir tout simplement respecter rigoureusement de la même manière qu'on a respecté les règles avant. Il va falloir continuer à les respecter après si on veut arriver à bon port avec, bien sûr, notre pays. Alors, les scénarios possibles, il y a plusieurs scénarios possibles, mais on va dire 3 scénarios. Le premier, c'est le meilleur, mais on ne peut pas raisonner comme ça parce que c'est trop dangereux de raisonner comme ça. On va dire que comme d'autres pandémies, c'est venu, c'est parti et oublions l'histoire. Je pense que ça peut arriver, mais on n'a pas le droit de le dire. Donc, parce que si on le dit, on ne va rien faire, on va sortir sans garde-fou et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout, c'est très, très dangereux. Deuxième réflexion, c'est que le virus est saisonnier, c'est-à-dire qu'il va partir maintenant, il va revenir quelque temps après. Et donc, à ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est de faire de la recherche pour préparer à la fois un vaccin
et des médicaments. Et le troisième scénario que je préfère, c'est que tout dépend de nous. Hein, tout dépend de nous. Le virus, il est inconnu, donc il ne faut pas trop spéculer, trop polémiquer. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il faut, nous, qu'on soit engagés, des citoyens engagés. Donc, il faut du civisme, il faut des décisions, bien sûr, de la part des autorités, mais il faut qu'une fois ces décisions annoncées, ces recommandations annoncées, il va falloir qu'on fasse preuve de civisme. Donc, je préfère éloigner le premier scénario pour dire que le virus, on espère qu'il va disparaître, mais il ne faut pas se mettre en tête ça parce que ça va donner un relâchement général. Ce qu'on va dire, c'est que c'est un virus saisonnier qui reviendra. Donc, préparer les vaccins, préparer l'outil ou les armes thérapeutiques et préventives, le vaccin, les médicaments. Et puis, tout dépendra de nous, et c'est ce que j'essaierai de développer, c'est-à-dire les règles de déconfinement, civisme du citoyen et vigilance sanitaire et activité du système. Alors, civisme du citoyen, regardez, ça c'est le Haut Commissariat au Plan. Il nous a dit tout simplement une chose, c'est que quel que soit le mode de déconfinement, si on n'utilise pas les moyens ou les mesures barrières, la courbe sera rouge. Hein. Donc, de toute manière, quel que soit le scénario qu'on va utiliser, il va falloir de la distanciation sociale, il va falloir de l'autoprotection. Donc, on ne va pas sortir comme ça, comme si de rien n'était. On va sortir avec les mesures qui s'imposent, et notamment l'autoprotection et la distanciation sociale. Je rappelle juste que l'autoprotection et la distanciation sociale, c'est tout simplement se saluer sans se serrer la main, sans embrassade, éviter de porter les mains sur le visage, tout ça, lavage à l'eau, savon, solution hydroalcoolique, donc tout ce qu'on a appris à faire durant les semaines, les mois précédents. Bien sûr, vigilance, réactivité, il y a bien sûr des rumeurs, c'est pas encore officiel, que la sérologie va pouvoir être, je dirais, pas démocratisée, mais en tout cas diffusée et d'usage courant aussi dans les laboratoires de ville. Ce n'est pas encore le cas. Peut-être qu'on se dirige vers ça, mais en tout cas, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'une fois on a des patients qui sont positifs, que ce soit par rapport à la PCR, par rapport à la sérologie, il va falloir trouver un algorithme, envisager des algorithmes qui sont précis pour ces patients-là. Donc, on va sortir avec les mesures barrières, mais on va rester vigilant et on va isoler et tester les gens, tester et isoler les gens qui se révèlent positifs. Donc, c'est ce qui a été, c'est ce qui est recommandé par la plupart des autorités et des conseils qui étudient la question. Donc, distanciation sociale, autoprotection, hygiène et bien sûr tester et isoler les gens. Alors, autre chose très très importante, c'est un déconfinement progressif, bien sûr, dans le temps. On ne va pas retrouver du jour au lendemain le moyen ou le mode de vie d'antan. On va le récupérer petit à petit. Et puis peut-être aussi dans l'espace, parce qu'on sait qu'il y a des villes qui se sont débarrassées du virus, pratiquement, bien sûr, sous réserve de rester vigilant et d'appliquer les règles. Il y a des villes qui ne sont pas encore débarrassées totalement du virus. Et donc peut-être, moi je lance une hypothèse, peut-être qu'on va vers un déconfinement progressif à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc déconfinement progressif, mesures barrières à maintenir, continuer à tester et à isoler et ne pas surtout crier victoire trop tôt. Et j'arrive à la dernière partie de ma présentation, quelques aspects extravirologiques. Vous savez très bien que cette pandémie Covid-19 a été une grande leçon de vie, de médecine pour tout le monde. Et bien sûr, c'est important de partager quelques réflexions qui ne sont pas forcément en rapport avec le virus, avec la physiopathologie et toutes les données techniques médicales. Alors, on va voir tour à tour les patients Covid, on va voir les patients non Covid, hein, parce qu'il ne faut pas les oublier, c'est des patients qui sont là, c'est des patients qui étaient là, qui sont toujours là, qui vont rester. Et donc, il va falloir qu'on prenne en charge bien le Covid, mais aussi les patients non Covid. L'impact sur les soignants et la santé, bien entendu. L'enseignant et l'enseignement aussi, on fait partie du domaine et donc on sait, on a vécu des choses et c'est intéressant de les partager avec vous. Et bien sûr, les autres secteurs. Quid des séquelles? Séquelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire un malade qui a passé un trajet ou un parcours effrayant dans un service de soins intensifs et qui va sortir de ce service de soins intensifs, et en plus parce qu'il avait un poumon qui est pratiquement détruit, il va falloir qu'on s'assure que ce patient s'en sort bien
aussi bien à court terme, à moyen terme qu'à long terme, sur le plan respiratoire bien sûr, mais aussi sur le plan des autres organes et sur le plan psychologique. N'oublions pas les équipes soignantes et je me permets de rendre quand même hommage et chapeau bas à nos collègues qui ont travaillé d'arrache-pied durant ces mois. Et je peux vous dire que cette image, elle a été chez nous chaque jour, chaque heure, chaque minute. Les gens étaient débordés, étaient impliqués, investis. Et donc, voilà, hommage à tous ces gens-là. Et comme j'ai dit, chapeau bas. Mais il y a aussi une chose qui doit attirer notre attention. On a besoin d'un système de santé robuste, et ce système de santé robuste, qu'il soit de nature à prendre en charge et à faire deux tâches à la fois, c'est-à-dire la tâche du Covid et la tâche du non-Covid. On a vu des retards dans les prises en charge, et ces retards ne sont pas l'apanage du Maroc. Dans tous les pays, les systèmes de santé ont été débordés. Et donc, c'est juste pour dire que s'il y a des secteurs dont il faut bien prendre soin, c'est bien les secteurs sociaux, le secteur de la santé, mais aussi le secteur de l'enseignement. Alors, télémédecine, c'est une des méthodes qu'on devrait développer parce que quand on a des patients qui sont Covid à l'hôpital, on a besoin de continuer à prendre en charge les malades non Covid en extra-hôpital. Et si on arrive à leur régler leurs problèmes à distance, ça serait magnifique. Donc, il faut qu'une fois pour toutes, on développe comme créneau à part entière de la télémédecine, mais aussi de la médecine de catastrophe parce qu'on a fait de notre mieux. Mais l'idéal, c'est d'être préparé avec des diplomations, avec des formations qui sont accréditées en matière de télémédecine et de médecine de catastrophe, mais aussi en matière de e-learning. Moi, je sais que pour appartenir à une université, à l'université Mohamed Ier, et je sais qu'un travail extraordinaire a été fait dans ce domaine du e-learning, et je sais que suite à cette pandémie, il va y avoir des choses qui seront envisagées dans l'avenir. Là, hier, j'ai récupéré un document qui m'a épaté tout simplement, 18 000 supports électroniques numériques comme production de l'université durant cette période. Et avec ça, on a pu assurer parfaitement une continuité extraordinaire de l'offre d'enseignement pour nos étudiants. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire et je ne peux que féliciter tous les intervenants de tous les établissements par rapport à cette question cruciale. Donc, le message ici, c'est quoi? C'est que tout simplement, et ça, c'est un message universel, nous avons tous intérêt à avoir des secteurs sociaux très robustes. Quand la santé va, l'enseignement va, tout va avec. L'inverse n'est pas forcément vrai. Donc, vraiment, les vraies locomotives, c'est les locomotives sociales et notamment la santé et l'enseignement. Quand la santé est touchée, vous voyez bien que tous les secteurs ont été touchés, des secteurs qui étaient d'apparence les plus fragiles jusqu'aux secteurs qui étaient d'apparence les plus solides. En fait, rien n'est solide. Quand la santé disparaît, tout disparaît avec. Et donc, il va falloir tout simplement s'occuper bien plus de la santé que ce qu'on faisait auparavant. Et ça, c'est un message, comme j'ai dit, universel. J'arrive presque à la fin. Les mots-clés, je dirais les enseignements. Les enseignements, c'est quoi? Ce Covid, ce méchant Covid nous a quand même rappelé la valeur de la solidarité, nous a appris un peu la sérénité. À chaque fois qu'on était serein, on a gagné, relevé le défi et gagné la bataille. À chaque fois qu'on était paniqué, excité et pas serein du tout, on a perdu. Il nous a appris la valeur de la vigilance, il nous a appris la valeur de la réactivité et de la précocité, la valeur du sacrifice. Qui n'aurait pas sacrifié quelque chose pour sa famille, pour son entourage, pour son institution, pour ce pays. Et donc, finalement, c'est une très, très grande joie de faire des sacrifices pour ses compatriotes et son pays. Et puis, il nous a appris tout simplement la valeur de la santé et la valeur de la famille. On passe plus de temps avec nos familles, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, peut-être ce virus a eu le mérite de nous apprendre ça et de nous rappeler que la famille est là une grande valeur. Alors, le monde à l'arrêt, ça c'est quelque chose que tout le monde a vécu. Et par rapport à ça, je pense la leçon, et je pense la principale leçon, au-delà de toutes les leçons qu'on a vues tout à l'heure, c'est l'humilité. Sachez que toutes les créatures dans ce monde, y compris les créatures les plus minuscules, et bien sûr c'est le cas de le dire, on a reçu une leçon très dure, mais également une très grande leçon d'humilité de la part d'un
d'une créature que personne de nous n'a vue à l'œil nu, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors au départ, j'ai mis belle leçon, après j'ai enlevé belle leçon parce que on ne peut pas dire belle leçon d'une situation qui a tué des centaines de milliers. En tout cas, c'est une très grande leçon, c'est une très efficace leçon d'humilité, cette pandémie Covid-19. Je vous remercie pour votre attention. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, merci, professeur Salage. Merci, professeur Salage, pour cette belle présentation didactique, un tour d'horizon, je dirais, qui a tenté de toucher ou de couvrir les différentes interrogations relatives au Covid-19. Alors, je tiens à remercier les participants qui étaient très nombreux à nous suivre sur les différentes plateformes. Et je vous dis d'emblée qu'il y a plusieurs questions. Il y en a qui se répètent. Moi, comme on est pris par le temps, eh bien, je tenterai de faire la synthèse des questions qui sont, je dirais, similaires, tout en tâchant, bien entendu, de rester fidèle au contenu des questions initiales. Alors, je commencerai par la question de M. Youssef Oujou. Alors, professeur Salem, vous m'entendez bien? Oui, vas-y. Alors, M. Ijou, il dit, avec la baisse du degré de mortalité, peut-on dire que le coronavirus a perdu en virulence et qu'il devient une simple grippe? Que lui répondez-vous? Oui, alors il faut savoir que ces histoires de micro-organismes, il y a des qualités et des caractéristiques intrinsèques. La baisse de la mortalité, elle est, en tout cas ce qui s'est passé au Maroc, elle n'est pas liée à la baisse de la virulence intrinsèque du virus, mais elle est liée à l'effort considérable qui a été fait en matière de dépistage des cas contacts. Quand on dépiste des cas, on les trouve. Et quand on les trouve, généralement, c'est des cas qui sont bénins. Et donc, tout simplement, le dénominateur, il devient grand et la mortalité devient basse. Donc, on ne peut pas s'aventurer à dire que le virus a perdu de sa virulence. Ce que l'on peut dire, par contre, c'est que le système a bien marché par rapport à ce dépistage de cas contacts et de foyers épidémiques. Alors, j'ai une question. Alors là, on vous dit, que pensez-vous du débat actuel au sujet de l'hydroxychloroquine? Alors, moi, je suis un fervent défenseur de l'hydroxychloroquine et je me réjouis d'appartenir à un pays qui a adopté cette attitude. Comme j'ai dit, historiquement, il y avait Remdesivir et hydroxychloroquine qui ont été testés in vitro. Ils ont donné des réponses antivirales intéressantes. Et par la suite, il fallait passer de in vitro à in vivo. Et donc, en situation de paix, en temps de paix, on fait les études comparatives et on essaye de tester. Et une fois le test est réussi, le médicament passe à l'AMM. Sauf qu'on fait ça en temps de paix. En temps de guerre, on n'a pas trop le choix. Il va falloir utiliser, traiter et essayer. Pas essayer puis traiter. Surtout qu'avec l'hydroxychloroquine, on n'a rien en face. Il n'y a pas d'alternative. Et donc, c'était une très, très bonne décision d'utiliser l'hydroxychloroquine parce que de toutes les manières, on connaît la tolérance. Alors, pourquoi l'hydroxychloroquine, on avait plus la main facile que le Remdesivir? Pour la raison toute simple que l'hydroxychloroquine, on l'utilise à longueur de journée, ça fait 60 ou 70 ans. On connaît le profil de tolérance, contrairement à ce qui est dit. Je pense que c'est très, très exagéré. C'est un médicament qui est bien toléré et c'est un médicament qu'on peut donner sans aucun problème, bien sûr, avec les règles de surveillance qui s'imposent. Donc, pour moi, personnellement, c'est une bonne décision de mettre en place, de traiter les malades par l'hydroxychloroquine. En attendant, peut-être qu'il y a un médicament meilleur qui va arriver, mais pour le moment, on n'a pas ce médicament meilleur. On n'a même pas un médicament qui égale l'hydroxychloroquine. Donc, on n'a que l'hydroxychloroquine. On y va parce que la situation, c'est une situation de guerre. D'accord, merci. Alors, on nous dit aussi, une question pour vous, professeur Salage. Pensez-vous que nous connaîtrons une deuxième vague au Maroc? Alors, comme j'ai dit, ça c'est une question que toute la planète se pose. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que si on modélise par rapport à
à ce qui s'est passé avant, eh bien, sachez que le SARS est venu, a disparu, il est parti, il n'est plus revenu. Donc, on peut être optimiste et dire ça, mais on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça parce que chaque virus est à part et chaque virus va se comporter à part et à sa manière. Donc, il va falloir tout simplement envisager deux possibilités, comme j'ai dit. La possibilité qui est en rapport avec cette disparition, et cette possibilité, il va falloir tout simplement la mettre de côté. On ne peut pas agir en conséquence, parce que si on agit en conséquence, on va baisser les armes et on va relâcher la vigilance et on risque d'avoir une catastrophe. Moi, je pense qu'il faut raisonner comme si c'était un virus, saisonnier. On ne sait pas est-ce qu'il est saisonnier ou pas, mais s'attendre en tout cas à une vague qui va arriver maintenant ou après, et se préparer par les vaccins, par les médicaments, et en même temps tout faire pour qu'il n'y ait pas cette deuxième vague, parce qu'il ne faut pas oublier que la deuxième vague, elle dépend du virus, mais elle dépend aussi de nous. C'est-à-dire que nous, si on fait bien les choses, si on sort bien, comme j'ai dit à plusieurs reprises, eh bien, Inch'Allah, il n'y aura pas de deuxième vague. D'accord. Dans le même ordre d'idées, il y a un certain nombre de participants qui se posent la question suivante. Étant donné la régression maintenant de la pandémie, pensez-vous que le vaccin soit toujours utile? Ben justement, c'est-à-dire que comme le scénario ultérieur n'est pas connu, vaut mieux jouer sécurité et activer la recherche et faire le vaccin. Maintenant, il y a deux questions. Si on a le vaccin, et s'il y a une deuxième vague, eh bien, le vaccin est là, c'est tant mieux pour qu'on puisse faire face. D'accord? Et la deuxième question, c'est le profil immunitaire des patients guéris du Covid. Parce qu'on sait très très bien que ces patients vont développer des IgG, et les IgG sont protecteurs a priori, mais on ne sait pas est-ce que dans le Covid, ils sont protecteurs ou pas. Donc, il va falloir envisager, faire des études pour connaître la qualité des anticorps développés par les patients guéris. Il y a deux cas de figure. Soit que ces patients ne sont pas protégés par leur IgG, et à ce moment-là, il va falloir vacciner tout le monde, soit qu'ils seront protégés par les IgG, à ce moment-là, on va juste faire les sérologies et vacciner les gens qui n'ont pas été en contact avec le virus. Mais donc, je pense qu'on ne peut pas dire maintenant que le vaccin n'est pas utile, ne sert à rien, parce que la partie n'est pas terminée, la bataille n'est pas gagnée et on n'a aucune idée sur ce qui va se passer par la suite. Donc, je pense que vous avez répondu globalement à une autre question qui s'est répétée, c'est celle du « Est-ce que le virus confère une immunité à la personne qui est infectée ?» Donc, je pense que vous y avez répondu. Voilà. Alors après, là, sur Google Meet, j'ai des questions. Donc, il y a Monsieur Ijou qui dit « Si le coronavirus est d'origine animale, pourquoi est-ce qu'il n'a pas touché les animaux du moment qu'on n'a pas signalé une mortalité importante chez ces derniers et qu'il n'y a pas eu de mise en garde particulière quant à leur fréquentation? Qu'en pensez-vous? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un animal touché par un virus, un homme touché par un virus, ça ne donne pas forcément le même tableau. Moi, je sors toujours l'exemple de la brucellose. La brucellose, elle donne des fièvres chez l'homme, elle donne des syndromes tumoraux, elle donne des choses, elle donne des atteintes osseuses, tout ça. Et chez les bovins, elle va donner des avortements répétition. Voilà. C'est le même virus, c'est la même bactérie, et ça donne deux tableaux différents. Donc, cette histoire de pourquoi il n'a pas touché les animaux sont connus pour être porteurs des coronavirus. D'accord? Maintenant, est-ce qu'ils vont être symptomatiques ou pas symptomatiques? Il n'est pas dit que le fait d'être symptomatique chez l'homme va faire en sorte obligatoirement que le même virus va donner des symptômes chez l'animal. Donc, cette histoire de virulence, il faut savoir qu'elle dépend du micro-organisme et de l'hôte aussi, qui héberge ce micro-organisme. Voilà. Alors, il y a une autre question, c'est Monsieur Rabi cette fois. Pourriez-vous nous indiquer les sources des statistiques que vous avez données dans votre présentation? Donc, je pense que c'était des statistiques variées. Alors, Monsieur Rabi, il voudrait connaître la source des statistiques que vous avez données. Bon. Oui, là, on peut pas donner des sources autres que les sources officielles, c'est pas possible. La délégation, la direction régionale de la santé, les autorités, bien sûr, les autorités de wilaya et préfecture, et bien sûr le CHU qui a eu la gentillesse de nous fournir les informations nécessaires. Donc, c'est des informations qui sont officielles, qui viennent de la source. D'accord.
Très bien. Il y a une autre question. Donc, excusez-moi, je regarde les questions. Alors, il y a une autre question. Il y en a plusieurs. Je peux prendre la parole. Comment expliquez-vous l'état mortel de la thrombolyse macro et microscopique dans de multiples organes sur les vaisseaux sanguins? Si vous permettez, M. Serra, je mettais une diapo vivante de la conférence sur les slides. La première diapo, de préférence. Madame, je donne la parole à M. Suleiman. D'accord. On donne la parole à M. C'est bon? Non. Oui. Alors. Oui, c'est le titre, c'est bon. Alors, oui. M. Souleymani, le micro est activé. Merci. Merci, Madame Ntissar Hadia. Merci, professeur Khalid Andalousi, pour cette excellente présentation. Tout d'abord, avant de poser quelques questions, je dois féliciter Yassine Zghloul, président de l'université Mohamed Ier, pour l'excellent travail qu'il a commencé à faire au niveau de cette université. Ça fait plaisir de voir l'université Mohamed Ier revenir à son vrai classement au niveau national et international. Alors, j'ai 4 petites questions dont certaines ont été peut-être déjà posées. Tout d'abord, ma première question concerne le confinement. Bien, on sait qu'un confinement très strict ne fait qu'aplatir la courbe de l'épidémie. Et si le virus ne disparaît pas de manière naturelle, ce confinement ne va que tarder la durée ou la période de l'épidémie. Et selon certaines projections, si on reste confiné, le virus ne disparaîtra pas avant juin 2021. Donc ça, c'est ma première question. Est-ce que, bien sûr, la courbe, on a placé la courbe selon les systèmes de santé et les capacités sanitaires du pays. Là, on sait qu'on a très peu de cas actifs, particulièrement des cas qui sont au niveau des services de réanimation. D'après les données toujours du ministère de la Santé, c'est 1,6% des cas actifs. Ça ne fait que 30 patients au niveau national. Est-ce qu'il vaut le coup, est-ce que ça vaut le coup de rester confiné et sacrifier toute l'économie du pays? Ma deuxième question, qui a été en certaines parties posée par, je crois, des doctorants, c'est le taux de létalité et de mortalité au niveau national, qui est relativement, d'abord le taux de létalité, il est de 2,6, malgré que le nombre de dépistages est très faible. Ça veut dire que si on a fait beaucoup de dépistages dès le départ, on aurait dû avoir un taux de létalité beaucoup plus faible, qui serait de l'ordre de 1%. Et le taux de mortalité qui est de 5,6 par million d'habitants. Alors là, est-ce que, parce qu'il y a une équipe au niveau de la faculté de médecine de Rabat qui a trouvé 2 mutations, je crois, au niveau du génome du virus Covid-19, du génome marocain. Est-ce que le virus qu'on a au niveau du Maroc n'est pas exactement le même que celui qui est connu en Europe ou en Amérique latine? Ou est-ce que la température, les températures chaudes de l'Afrique font diminuer la virilité du virus? Donc ça, c'est ma deuxième question. Bien sûr, ça pourrait être dû également au protocole thérapeutique qui a été pris à l'avance par le Maroc, où là, on félicite nos responsables d'avoir pris de la chloroquine ou l'azithromycine dès le départ pour tous ceux qui sont susceptibles d'être malades, même avant
les résultats du test, comme l'a signalé le ministère de la Santé. Ma troisième question concerne le rôle de Prév-Votella. On sait qu'au niveau de l'Italie, les chercheurs ou les médecins, les professeurs de médecine ont fait plusieurs autopsies au niveau des décès de Covid-19. Est-ce qu'au Maroc, vous avez fait des autopsies ou non? Donc, je ne sais pas quelle est la situation au Maroc. Est-ce que réellement, c'est Prévotella qui en est responsable parce qu'on dit qu'elle cause des thromboses au niveau des poumons? Et au départ, il y avait une confusion pour l'utilisation des antibiotiques et des anti-inflammatoires. On a même déconseillé d'utiliser, l'OMS a déconseillé au départ, il y avait une confusion d'utiliser les antibiotiques et les anti-inflammatoires, et par la suite, ils sont retournés. Alors, ma dernière partie concerne la PCR et la sérologie. Bien sûr, si on veut un déconfinement, on est d'accord qu'il faut faire beaucoup de tests afin d'avoir une immunité globale de la population. Autrement, on va être confronté toujours à ce virus. S'il n'y a pas d'immunité globale, je ne crois pas qu'il y aurait un vaccin qui serait efficace, du moins dans une année ou deux, du fait que pour l'Ebola ou pour le sida, ça fait des dizaines d'années et il y a des millions de dollars et des milliards de dollars qui sont dépensés. On n'a pas encore trouvé de vaccin. Donc, est-ce que les tests PCR et sérologiques seraient bénéfiques au Maroc pour qu'ils soient généralisés pour la population, du fait que si on fait les tests généralisés aujourd'hui et on trouve des cas négatifs, est-ce qu'il ne serait pas, au contraire, une défaveur pour l'épidémie, du fait que si on s'infecte le lendemain, il va y avoir propagation de l'épidémie. Est-ce que c'est intéressant de faire ces tests ou est-ce qu'il faut faire uniquement des moyens de distanciation sociale et les moyens d'hygiène qu'il faut? Donc, je vous remercie puisque je vais couper. Je vous remercie infiniment parce que je dois partir et j'ai de la route à faire. Donc, je remercie Sihim aussi pour l'organisation. Je remercie Madame Ntissa pour cette excellente présentation. Et je remercie vivement Khalid qui nous a fait voyager à travers le temps, puis à travers le médical. Moi, je ne suis pas clinicien, je ne suis pas médecin, donc je pourrais dire que je suis généticien et biologiste, mais je ne suis pas médecin. Donc, il a quelques erreurs sur le plan médical et je vous remercie vivement. Au contraire, merci à vous, professeur Souleymani, pour la pertinence de l'intervention et des questions. Alors, si je peux juste apporter quelques éléments de réponse, les questions sont pertinentes, c'est-à-dire que ça se voit le calibre de professeur Souleymani. Bon, je commencerai par, enfin voilà, je ferai marche arrière, je commencerai par la dernière question. Oui, effectivement, là, il y a, en fait, la réponse, elle est commune à la première et à la dernière question. Les extrêmes ne sont jamais appropriés pour quelque situation que ce soit. Pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas être confiné tout le temps, éternellement, jusqu'à avoir 0 cas. Ça, ce n'est pas possible et encore moins le fait de vérifier est-ce qu'il y a 0 cas ou pas. On ne peut pas déconfiner comme ça à l'aveugle. Il va falloir déconfiner avec un certain nombre de mesures. Et ces mesures, comme j'ai dit, ce sont des mesures qui sont en rapport d'abord avec le civisme des citoyens et les mesures barrières, et avec la vigilance et la réactivité. La vigilance, réactivité, et ça c'est la réponse à la deuxième question, c'est la PCR, la sérologie, moi je dirais beaucoup plus la sérologie. Il faut savoir que le coût d'une sérologie, il est 6 fois moins important que le coût d'une PCR. Le résultat, il est obtenu au bout de quelques minutes, quelques heures. À quelques
minutes, pratiquement. Et donc, la faisabilité en ville, elle est beaucoup plus importante. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, on va être dans pas dans le droit, mais dans la nécessité, l'obligation de faire ces sérologies pour avoir une idée sur le profil immunitaire chez les gens. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire avec ces sérologies? On a un malade qui a une sérologie négative, qu'est-ce qu'on fait? On a un malade qui a une sérologie positive, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir, on ne peut pas généraliser un test sans que derrière, il y ait les algorithmes nécessaires pour gérer ces malades en fonction des cas de figure positifs, négatifs. Voilà, ça c'est, à mon sens, la réponse à la première et à la dernière question en même temps. Alors, deuxième question, est-ce que le virus est moins virulent? On n'en sait rien, c'est une maladie qui est très très peu connue et le fait de la découvrir, ça ne fait que chaque jour, il y a des informations. Est-ce que la température joue un rôle ou pas? Il y a des gens qui disent oui parce que, quoi qu'on dise, les pays plus chauds ont moins de corona que les pays froids, mais il y a aussi des cas qui sont beaucoup plus importants dans des pays chauds que dans d'autres pays froids. Donc, je ne pense pas que ce soit juste la température. Le caractère saisonnier, je pense qu'il ne faut pas le réduire à une question de température. Ce caractère saisonnier, c'est quelque chose, c'est un tout, et donc je ne pense pas que ce soit juste la température. Alors, pour Prévotella, alors est-ce qu'on a fait des autopsies? À ma connaissance, non. Je pense en Italie, ça a été fait, et au Maroc, je pense non. Alors, pour les anti-inflammatoires, il faut juste ne pas confondre anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui, eux, peut-être continuent à ne pas être souhaitables, voire même ne sont pas recommandés ou contre-indiqués, parce qu'il y a des récepteurs qui sont activés. Ces récepteurs ne sont autres que les récepteurs du virus. Il ne faut pas confondre anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qu'on prend pour les articulations, pour les entorses, pour les fractures, tout ça, les douleurs, et les anti-inflammatoires ou les immunosuppresseurs type corticoïdes, type immunoglobuline, type anti-interleukine 6, des choses comme ça. Donc, ce qu'on veut dire par anti-inflammatoire et antithrombotique dans le contexte du Covid, c'est les anticoagulants, c'est les antithrombotiques et c'est aussi les immunosuppresseurs en dehors des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Voilà. Merci, professeur Serrej. J'ai une question oui, vous êtes là que je trouve très pertinente. Enfin, l'ensemble des questions que nous avons reçues sont pertinentes. Alors, on nous dit, quel est l'apport de l'université dans la recherche du Covid-19? Donc, eh bien, l'apport, il est concret. On est là, déjà. On est là, on est en train de parler. Je pense que c'est une bonne chose. Et je pense qu'il y a une série de conférences qui va se faire. D'une part. D'autre part, il y a eu des appels à projets de la part du CNRST. Il y a d'autres projets, l'Académie Hassan II. Il y a d'autres projets qui vont venir. Et à chaque fois, l'université a été pionnière en proposant des projets. Je sais qu'il y a des projets qui ont été acceptés par le CNRST. Et d'ailleurs, j'en profite pour féliciter à la fois M. le Président d'avoir vraiment appuyé corps et âme ces projets. Et puis, je félicite les responsables respectifs des projets qui ont été acceptés, que ce soit au niveau de la faculté de médecine ou que ce soit au niveau de la faculté des sciences. Et puis, donc il y a encore des choses qui vont venir. Donc, très, très probablement, je pense que ça va être très, très riche et très dense. D'accord, merci. Merci, professeur Serrej. Alors, d'autres questions? Donc, voyons voir. J'ai ici sur la page de Google Meet. Alors, Monsieur Mohamed El-Melki qui dit « Beaucoup de gens pensent que la vie ne sera plus la même après la pandémie. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire votre opinion sur cette question et pourquoi la vie va changer après ?» C'est une question philosophique, je pense. Tout à fait. Quelle vie médicalement parlant, ou en tout cas la vie a déjà changé, elle ne va pas changer, elle n'a pas attendu que la pandémie passe, elle a déjà changé. Comme j'ai dit, c'est un virus qui nous a appris beaucoup de choses, moi je dirais de la pire des manières, il a tué des gens, mais en même temps, on a appris à se sacrifier, on a appris à aller affronter le danger, on a appris à regarder nos familles différemment, notre travail différemment, à apprendre à utiliser justement ces techniques nouvelles qui sont en train qui sont maintenant font partie part entière de notre vie quotidienne. Et puis moi, je pense que ça nous a appris un peu d'humilité
on est vraiment très fragile devant tout ce qui nous arrive de naturel. Et donc, l'homme ne peut plus prétendre pouvoir maîtriser la nature dans laquelle il vit. C'est la nature qui nous maîtrise et il va falloir être très, très modeste et très humble par rapport à ça. Après, chacun, à sa manière, va regarder comment sa vie, à titre personnel, a changé. Et ça serait bien de faire d'ailleurs un projet, ça me donne des idées. Peut-être qu'il va falloir faire avec la faculté des sciences ou avec les sociologues de l'université une étude par rapport à ça pour sonder un petit peu les gens et voir un petit peu quel genre d'impact a eu cette pandémie sur les esprits et les modes de vie, bien sûr. Voilà. Alors, il y a M. Khalid Rizq qui pose la question suivante. Les découvertes de scientifiques orienteront-elles la littérature future? Voilà. Sans aucun doute. Pardon, c'est ça, excuse-moi si tu peux répéter. M. Rizq pose la question suivante. Est-ce que les découvertes concernant le Covid orienteront-elles la littérature suivante? Après, je ne sais pas, est-ce que la littérature au sens littérature au sens général ou littérature scientifique, médicale? Je pense, je peux parler de la littérature médicale. On sait que les cours intensifs qu'on a reçus ces derniers mois n'ont jamais été aussi intensifs auparavant. On a appris pas mal de choses, on était dans l'obligation et l'urgence d'apprendre. Et donc, il y a pas mal de choses qui ont été découvertes concernant le Covid qui peuvent parfaitement être extrapolables sur d'autres maladies. La littérature va certainement s'enrichir pour une raison simple, c'est qu'on a le scientifique, il a toujours envie de tenter, de vérifier, de mettre des hypothèses et de les vérifier. Et donc, en tant que scientifique et médecin, on a juste envie de pas extrapoler, pas superposer de manière stricte ce qui se passe pour coronavirus sur les autres virus. Mais moi, je donne toujours l'exemple de l'HIV. Quand on a vu l'HIV, quand on a côtoyé les patients, quand on a géré les patients avec HIV, eh bien, la recherche en matière d'HIV a profité aux autres virus de manière spectaculaire. Et moi, je pense que parmi les avantages qu'on devrait tirer de cette expérience de la pandémie Covid-19 et cette recherche intensive, c'est de pouvoir voir un petit peu les modèles et de comparer les virus entre eux. Et peut-être ça nous donnera l'occasion de trouver des traitements par la suite pour d'autres virus. Merci. Alors, Monsieur Mohamed Rabi pose cette question. Est-ce qu'il y a une intégration des chercheurs marocains de différentes disciplines dans les stratégies de prévention contre les situations catastrophiques, dont le Covid-19? Alors, oui, bien sûr, il y a... Pardon, c'est ça? Alors, l'intégration, il se pose la question sur l'intégration des chercheurs marocains de différentes disciplines dans les stratégies de prévention contre les situations de catastrophe, à l'instar du Covid-19. Alors, moi, je sais que dans la gestion de la pandémie Covid-19, il y a des comités scientifiques. Et ces comités scientifiques sont à la fois des comités d'ordre régional et d'ordre national. Ce que je sais, c'est qu'en régional, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est médical, bien entendu, mais il y a les autres facultés qui sont avec nous, qui sont sur des projets qui sont excellents, qui se rapportent au Covid-19. Mais je sais aussi que même sur le plan de la gestion des catastrophes, eh bien, il y a ce comité national qui n'est pas fait uniquement de médecins, mais il est fait de spécialistes de plusieurs disciplines. L'idée, justement, c'est de savoir gérer l'impact et atténuer l'impact à la fois médical et au niveau des autres secteurs par rapport à cette pandémie. Maintenant, par rapport à la médecine de catastrophe, ça nous donne tout simplement une idée, c'est que tout le monde était animé de bonne volonté, on a été très volontaire, on a agi, mais tout le monde n'avait pas peut-être les qualifications nécessaires pour gérer la catastrophe dans la foulée. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir éventuellement par la suite organiser des formations axées sur la médecine des catastrophes et des cataclysmes. Et moi, je pense que les différentes écoles de médecine, les différentes facultés de médecine doivent s'y prendre et prendre
le sujet à bras-le-corps parce que c'est très, très important. Merci. On n'est pas à l'abri, on espère qu'il n'y aura rien, mais on n'est pas à l'abri d'autre chose. Nous sommes tenus par le temps et on va bientôt conclure. Nous avons là une question. Notre cher président, professeur Yassine Zernoul, qui pose la question suivante. Oui, bonjour, président. Voilà, qui nous suit d'ailleurs et qu'on remercie à la fois pour cette initiative et aussi pour l'intérêt qu'il porte à la formation continue et à la recherche. Alors, Monsieur le Président pose la question suivante. Est-ce qu'on garde des séquelles du Covid-19 une fois guéri? Merci. Alors, justement, ça a fait l'objet d'une de mes slides. La première question que j'ai évoquée quand j'ai dit réflexion sur réflexion par rapport aux les aspects extra-virologiques, c'est tout d'abord de se rendre compte que ce sont des malades qui ont passé des jours et des jours à l'hôpital et souvent des malades qui ont passé des séjours en réanimation. Quand on passe en réanimation, on garde des séquelles sur le plan psychologique, sur le plan organique en fonction de la maladie avec laquelle on a été touché. D'accord? Donc, il va falloir suivre les malades par rapport à ça. Il va falloir suivre les malades aussi par rapport à la situation de leur état, de leur appareil respiratoire, parce que quand on voit un scanner aussi remanié, aussi perturbé, on a juste envie de s'assurer, d'être sûr et rassuré aussi par rapport au fait que ce poumon va récupérer totalement et que le malade ne va pas développer des complications type fibrose, tout ça. Et là, je pense qu'il va falloir faire des études dans ce sens. Maintenant, on a une population qui a été atteinte, bien étudiée, qui est là, et je pense qu'il va tout simplement falloir ne pas la lâcher dans la nature, il va falloir les suivre, et sur le plan immunitaire, et sur le plan organique, et sur le plan psychologique. Alors, merci beaucoup. Merci, professeur. Alors, merci. De discuter de ce sujet et de faire le tour de la question en quelques minutes, voire en 1h30. Nous avons essayé tant bien que mal. Je tiens à remercier l'ensemble des participants qui ont fait la réussite de ce webinaire. Donc, on atteste le nombre des personnes connectées sur les différentes plateformes et le nombre de questions que nous avons reçues. Alors, un grand merci à l'Université Mohamed Ier et à sa tête, Monsieur le Président, pour nous avoir permis d'avoir cet événement et cette rencontre voilà, autour de ce webinaire. Un merci également à la Publishing House de l'UMP. Et à ses membres pour leur dynamisme et leur activité. Donc, j'ai eu le plaisir de travailler avec professeur Hamouti et professeur Jfeli ces derniers jours pour la préparation de ces webinaires et franchement, c'était un grand plaisir. Et puis, bien sûr, je réitère mes remerciements et mes félicitations les plus sincères à mes collègues et amis, les professionnels de santé de la région de l'Oriental, du CHU bien sûr, la région de l'Oriental dans sa totalité et au niveau national. Un grand merci à tous et je vous souhaite une excellente continuation et une bonne fin de soirée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.